Voici une présentation permettant de comprendre la différence entre les enzymes allostériques et les enzymes michaéliennes. Tout d'abord, nous verrons que nous aurons besoin de connaître cette courbe VI égale F de F0, donc nous allons faire un petit rappel. Rappelez-vous, pour construire cette courbe, il s'agit d'une courbe secondaire. Il faut préparer des tubes dans lesquels nous mettons exactement le même volume d'enzymes. En revanche, nous versons un volume de substrat de plus en plus grand. Du coup, le volume de tampon est de plus en plus petit. Donc, d'un tube à l'autre, la concentration en substrat augmente pour une même quantité d'enzymes partout. Le but d'obtenir cette courbe, c'est de déterminer VI dans chacun de ces tubes pour lequel la concentration en substrat est propre. Donc, pour chacun des tubes, donc pour chaque concentration en substrat, nous aurons une vitesse initiale donnée. Essayons de comprendre ce que cela signifie. Par exemple, dans le premier tube, il n'y avait pas du tout de substrat, donc il n'y a que le tampon et l'enzyme. Évidemment, la réaction ne commence pas, donc la vitesse initiale est nulle. Puis, dans le second tube, nous avons mis un petit peu de substrat, mais il y a toujours la même quantité d'enzymes. Donc la vitesse initiale admet une certaine valeur qui, bien sûr, est plus grande que dans le tube précédent où elle était nulle. Dans le tube suivant, la concentration en substrat est encore plus élevée, mais la quantité d'enzymes est toujours la même. Donc, plus on sollicite d'enzymes, plus la quantité de substrat transformé en produit sera élevée, donc plus la vitesse initiale sera élevée. Continuons. Dans le tube suivant, la quantité de substrat est encore plus élevée, donc la vitesse initiale est encore plus élevée. On voit dans ce schéma que toutes les molécules d'enzymes sont sollicitées. Donc on atteint la vitesse initiale maximale, comme le montre sur la courbe, on est bien au niveau de VI égale Vmax. Donc finalement, si l'on continue à augmenter la concentration en substrat, la vitesse initiale ne peut pas augmenter puisque toutes les enzymes sont sollicitées. Donc à partir du moment où la concentration en substrat est suffisante pour solliciter toutes les enzymes, la vitesse ne peut plus augmenter, donc on atteint la vitesse initiale maximale. Maintenant que vous avez bien compris la signification de cette courbe VI égale F de S0, regardons la différence entre cette courbe pour une enzyme michaélienne et pour une enzyme allostérique. Vous voyez que pour une enzyme michaélienne, la courbe bleue, elle a la forme d'une hyperbole, alors que pour une enzyme allostérique, cette courbe verte a une forme de S, donc une forme sigmoïde. Donc sur la courbe de l'enzyme allostérique, on voit que pour des concentrations en substrat suffisamment élevées, eh bien on atteint la valeur de VI égale Vimax. Cela signifie que l'enzyme est saturée. Donc vous voyez qu'on peut atteindre des concentrations en substrat saturantes qui ne sont pas forcément dans le dernier tube. Et donc nous avions la même chose pour l'enzyme michaélienne. Pour des concentrations en substrat élevées, on obtenait une vitesse initiale égale à la vitesse initiale maximale, ce qui signifiait aussi que l'enzyme était saturée en substrat. Étudions maintenant l'effet de la concentration en substrat pour des concentrations à substrat faibles. Donc dans cette zone repérée sur la courbe, les concentrations en substrat est faible et on voit bien que l'enzyme est peu saturée en substrat. Donc la vitesse initiale n'est pas égale et loin de la vitesse initiale maximale. De même, sur la courbe d'une enzyme michaélienne, on observait la même chose. Pour des concentrations en substrat faibles, l'enzyme n'est pas saturée, donc on obtenait des concentrations en substrat. Donc pour des concentrations en substrat initiales faibles, on obtenait des vitesses faibles, donc éloignées de la vitesse initiale maximale. Donc finalement, c'est sur la partie intermédiaire de la courbe que l'on voit que le comportement d'une enzyme michaélienne et d'une enzyme allostérique diffère. Et donc, pour un petit intervalle de concentration en substrat, pour l'enzyme allostérique, on voit que la vitesse initiale passe brutalement d'une valeur faible à une valeur élevée. Pour ce même intervalle de concentration en substrat, la vitesse initiale de l'enzyme michaélienne n'augmentait que très faiblement. Je présente ici la structure de deux enzymes, une enzyme allostérique et une enzyme michaélienne.
Vous voyez que l'enzyme allostérique présente plusieurs sous-unités identiques. L'enzyme michaélienne ici n'a qu'une seule sous-unité. Attention, il y a des enzymes michaéliennes qui ont plusieurs sous-unités. Mais nous verrons que la grosse différence entre ces deux, c'est que l'enzyme allostérique a des sous-unités qui coopèrent entre elles. Une enzyme michaélienne peut avoir plusieurs sous-unités, mais elle ne coopère pas entre elles. Essayons de comprendre comment fonctionne une enzyme allostérique. Tout d'abord, nous avons vu qu'une enzyme allostérique contient plusieurs sous-unités. Chaque sous-unité contient un site actif. Mais il existe pour cette enzyme une forme qu'on appelle T et une forme qu'on appelle R. La forme T admet une faible affinité pour le substrat. La forme R admet une forte affinité pour le substrat. Et donc il existe un équilibre entre les deux. Comment la forme T bascule-t-elle vers la forme R et inversement? En fait, lorsqu'il y a peu de substrat, l'enzyme reste sous forme T, tendue, faible affinité pour le substrat. Lorsqu'il y a beaucoup de substrat, l'enzyme passe sous forme R, forte affinité pour le substrat, ce qui fait que le substrat se fixe rapidement sur la forme R et beaucoup plus lentement sur la forme T. Mais il suffit qu'il y ait suffisamment de substrat pour que l'ensemble des sous-unités bascule sous la forme R. Essayons de comprendre ce que cela traduit au niveau de la courbe VI égale F de F0 d'une enzyme allostérique. Rappelez-vous, pour de faibles concentrations en substrat, la vitesse est faible parce qu'il y a peu d'enzymes sollicitées. En revanche, pour de fortes concentrations en substrat, la vitesse initiale est égale à la vitesse initiale maximale parce que toutes les enzymes sont sollicitées. Du coup, quand la vitesse initiale est faible, cela correspond donc à peu d'enzymes sollicitées par le substrat, donc l'enzyme est sous forme T, puisqu'elle est de faible affinité pour le substrat. En revanche, quand la concentration en substrat est très élevée, on a vu que la forme T bascule vers la forme R, et donc l'enzyme a une forte affinité pour le substrat, et donc la vitesse initiale est maximale. Nous avons vu que pour une concentration en enzyme donnée, lorsque la concentration en substrat est faible, alors une enzyme allostérique est sous forme tendue, c'est-à-dire de faible affinité pour le substrat. Lorsque la concentration en substrat est élevée, l'enzyme est saturée et le fait de passer à une concentration élevée en substrat provoque le basculement de la forme T vers la forme R, c'est-à-dire de grande affinité pour l'enzyme. Il existe donc un petit intervalle de concentration en substrat pour lequel l'enzyme passe rapidement de la forme T, c'est-à-dire de faible affinité pour le substrat, vers la forme R, c'est-à-dire de forte affinité pour le substrat, ce qui donne une allure de courbe de cette forme-là, que l'on n'observe pas pour une enzyme michaélienne, puisqu'il n'y a pas ce basculement de la forme T vers la forme R. Certains inhibiteurs provoquent le maintien de l'enzyme allostérique sous la forme T, ce qui provoque une faible affinité entre le substrat et l'enzyme, et ce qui maintient une faible vitesse. Certaines enzymes qui sont au niveau de carrefour métabolique sont allostériques, ce qui permet de réguler de manière efficace ces voies. Par exemple, la glycolyse, qui est une voie métabolique bien connue, est réglée grâce à l'enzyme allostérique au niveau de la troisième réaction, l'enzyme phosphofructokinase. Cette enzyme est inhibée en présence d'ATP, et l'ATP, comme vous le savez, est un produit de la réaction de la glycolyse. Donc cette voie métabolique est fortement ralentie lorsque la concentration en ATP est élevée, puisque l'ATP vient bloquer la phosphofructokinase, ce qui la maintient sous la forme T. Je vous propose un questionnement avant de terminer cette vidéo. Premièrement, retrouvez les caractéristiques d'une enzyme allostérique. Deuxièmement, dressez un tableau comparatif des modes de fonctionnement des deux types d'enzymes, michaéliennes et allostériques. Enfin, les enzymes allostériques facilitent la régulation de voies métaboliques. Justifiez cette affirmation.